Bonjour, ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. La présence de radon dans une propriété peut être nocive pour la santé. Pour connaître les conséquences possibles d'une forte concentration en radon et les façons de corriger la situation, je rencontre Isabelle Vézina, qui est spécialiste régionale en rayonnement pour Santé Canada. Le radon, c'est un gaz qui est radioactif, qui provient de la désintégration de l'uranium qu'on retrouve dans le sol, sous les maisons, donc dans la roche, dans le sol, et qui peut s'infiltrer dans les bâtiments et s'y accumuler parce que c'est un milieu qui est clos, par exemple un sous-sol ou un rez-de-chaussée. Habituellement, c'est émis directement dans l'air à l'extérieur et c'est dilué dans des grands volumes d'air, donc ça ne représente pas un risque pour la santé. Mais comme il est incolore, inodore et qu'on ne peut pas le goûter, dans une maison, ça peut représenter un risque à long terme si on ne le mesure pas parce qu'on ne peut pas le détecter par nos propres sens. Le seul risque vraiment démontré qui est associé à une exposition à long terme, donc sur plusieurs années, voire des décennies, et à des niveaux élevés de radon, c'est l'augmentation du risque de développer un cancer du poumon. C'est le seul risque démontré. Puis il faut savoir que ça dépend de trois choses, donc la concentration de radon. Plus vous êtes exposé à des niveaux élevés, plus le risque est élevé. La durée de votre exposition, il faut être exposé pendant plusieurs années à des niveaux élevés. Et si vous fumez, un fumeur a un risque beaucoup plus élevé de développer un cancer du poumon associé au radon. Donc les deux ont créé une sorte de synergie. En gros, le radon, c'est la deuxième cause de cancer du poumon et la première chez les non-fumeurs. On retrouve du radon un peu partout à l'échelle du Québec et du Canada. Habituellement, on s'attend à retrouver plus de radon dans des régions où le sol est riche en uranium. Par contre, c'est pas une valeur sûre à tous les coups parce que une région comme Oka, là, qui est réputée pour avoir un sol qui est particulier et qui émet beaucoup de radon, deux maisons voisines peuvent avoir des concentrations complètement différentes. On a mesuré la maison avec les plus hauts niveaux qui était voisine de celle qui avait les plus bas niveaux. Donc, on ne peut pas se fier à la mesure du voisin, même dans une zone qui est reconnue. Il faut absolument mesurer dans sa propre maison là, pour avoir une idée des niveaux de radon dans la maison. Qu'il y ait du radon dans une maison, il faut qu'il y ait des voies d'entrée. Donc, au niveau du niveau le plus bas de la maison qui est en contact avec le sol, s'il y a une dalle de béton, par exemple les fissures ou bien toutes les fissures dans les murs ou dans la dalle de béton sont des voies potentielles d'entrée. Aussi, les contours des tuyaux ou encore si vous avez un puiseur qui n'est pas fermé ou qui est mal scellé, ça aussi, ça représente des voies potentielles d'entrée. Et encore plus si vous avez un vide sanitaire où là, carrément, le sol est exposé et qu'il n'y a pas de barrière qui empêche l'infiltration des gaz souterrains. Donc ça, c'est les principales voies d'entrée pour le radon. Ensuite, les autres facteurs qui influencent, c'est au niveau des caractéristiques de la maison, la façon dont elle a été construite, les conditions météorologiques aussi et le mode d'occupation vont influencer les niveaux à l'intérieur de la maison et aussi le débit d'entrée du gaz dans la maison. Donc, pour vous donner un peu une image, là, une maison, ça se comporte un peu comme un aspirateur de gaz souterrain parce que la pression à l'intérieur de la maison est un petit peu plus faible que celle à l'extérieur de la maison. Et ça, tout ça, c'est influencé par les différents éléments qui composent la maison. Donc, on ne peut pas prédire les niveaux qu'il va y avoir à l'intérieur d'un bâtiment. Il faut vraiment mesurer dans la maison. Et comment, justement, on mesure la quantité de radon? Mesurer le radon, c'est très facile et c'est peu coûteux. Il faut tenir compte de plusieurs aspects, par contre. Il y a plusieurs façons de se procurer un appareil de mesure. D'abord, vous pouvez magasiner dans une quincaillerie ou un grand centre de la rénovation pour vous acheter un appareil et le placer vous-même chez vous. Sinon, il existe des fournisseurs qui peuvent être certifiés pour la mesure du radon et qui habituellement vous l'envoient par la poste. Vous le recevez chez vous, vous l'installez en suivant les instructions du fournisseur. Et puis, après la durée de la mesure, vous le retournez pour qu'il soit analysé en laboratoire. Habituellement, tous les appareils de mesure doivent être retournés pour analyse en laboratoire. Et on recommande de faire affaire avec des fournisseurs et des laboratoires qui sont certifiés par deux organismes qui s'appellent NIHA, le National Environmental Health Association,
et le NRSB qui est le National Radon Safety Board. Donc, c'est deux organismes reconnus par Santé Canada pour certifier des professionnels en mesure et des laboratoires. Sinon, l'autre chose à considérer, c'est qu'il existe deux grands types d'appareils de mesure. Il y en a qui prennent des mesures à court terme, donc sur quelques jours. Il y en a d'autres qui prennent des mesures à long terme, donc sur plusieurs mois. Ce que nous recommandons, nous, c'est de faire une mesure à long terme sur 3 mois minimum, parce que le radon, c'est un risque qui est à long terme. On ne meurt pas du jour au lendemain du radon, il faut être exposé pendant plusieurs années. Donc, on s'intéresse à la concentration moyenne annuelle. Donc, plus vous mesurez longtemps, plus ça donne une bonne idée de votre exposition. Puis, il existe deux grands types d'appareils qui font des mesures à long terme. On a les chambres d'ionisation avec électret. Donc, j'en ai un exemple ici. Ça, c'est une chambre d'ionisation avec électret. Sinon, vous avez les détecteurs de traces alpha qui sont un petit peu plus petits. Habituellement, la mesure coûte entre 50 et 100 $. On recommande de corriger, donc de prendre des actions pour diminuer les niveaux de radon dans votre maison si vous dépassez la directive canadienne qui est fixée à 200 becquerels par mètre cube d'air. C'est une moyenne annuelle, donc votre exposition à long terme. Si ça se situe entre 200 et 600, votre mesure, on va recommander d'agir dans les 2 années qui suivent la mesure. Donc, il n'y a pas de panique à avoir, on a un certain temps pour corriger. C'est un risque à long terme, donc on a le temps de faire les travaux nécessaires. Si c'est au-dessus de 600, par contre, là, on va recommander d'agir plus rapidement. Vous êtes plus à risque, donc d'agir dans l'année qui suit. Et les techniques, bon, il y en existe plusieurs, mais c'est sûr qu'en premier lieu, il faut voir à colmater tout ce qui est fissure, ouverture, tout ce qui permet l'entrée du gaz dans la maison, donc les différentes voies d'entrée. Deuxièmement, si c'est possible d'améliorer la ventilation, peut-être que ça peut suffire à diminuer les niveaux de radon en dessous de notre directive. Sinon, la technique la plus éprouvée qui fonctionne bien pour des niveaux plus élevés, ça s'appelle la dépressurisation active sous la dalle. À ce moment-là, on va chercher le gaz sous la dalle de béton carrément, donc en créant un point de succion dans la dalle de béton et on expulse le gaz à l'extérieur de la maison. Donc, on aspire le gaz avant qu'il soit lui-même aspiré par la maison et qu'il s'y accumule à des niveaux élevés. Si vous faites ce genre de travaux-là, on recommande de faire affaire avec un entrepreneur qui a des connaissances sur ce genre de technique-là, donc qui est certifié également par les deux organismes qui sont NIHA et NRSB. Donc, si vous voulez plus d'informations, continuez de vous informer sur le radon, connaître les différentes techniques plus en profondeur. Notre site Internet refoule d'informations et de guides qui peuvent être téléchargés gratuitement. Mais ce qu'il faut savoir, là, essentiellement, c'est que mesurer, ça coûte pas cher, c'est simple. Puis vous pouvez vous informer pour protéger votre santé de vous, mais aussi de votre famille assez facilement, finalement. Maintenant, pour en savoir plus sur les obligations des agents immobiliers, je rencontre Giovanni Castiglia de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. Alors, est-ce que le radon peut être considéré comme un vice caché? En fait, la notion du vice caché relève du Code civil, particulièrement de l'article 1726 du Code civil, qui nous donne les paramètres du vice caché. Dans le cas du radon, comme c'est un gaz inodore et incolore, il est fort à parier qu'il pourrait être considéré comme un vice caché, quoique, à ma connaissance, j'ai aucun jugement qui a été répertorié au niveau des tribunaux. Comme le rôle de l'ACAIC, ici, est d'encadrer la profession, nous nous concentrons sur les devoirs et les règles de déontologie que l'agent doit observer en de telles circonstances. Et quelles sont les obligations des agents immobiliers en matière de radon? Essentiellement, en matière de radon, comme dans toutes les autres problématiques du genre, ils sont similaires. Je les diviserai en 3 parties. La première étant la vérification d'usage. Alors, l'agent a ces devoirs-là de faire des vérifications d'usage. À ce propos, on a un formulaire recommandé ici à l'association, qui est la déclaration du vendeur, qui en traite justement du radon à la section 14.9, je crois, du formulaire en question. Par la suite, bien sûr, ayant complété ce formulaire-là, conjointement avec le vendeur, et pour l'acquis de l'acheteur, il devra en faire la divulgation justement aux acheteurs intéressés de toute l'information qu'il a obtenue sur la propriété. Et dans un dernier temps, il devra donner le bon conseil approprié aux parties dans les circonstances.
Et est-ce qu'il est important de mesurer la concentration de radon lors de chaque transaction immobilière? Ce n'est pas une recommandation de la CAIC actuellement de faire une évaluation du taux de radon dans chacune des propriétés. Il se pourrait que ça devienne une bonne pratique, mais pour l'instant, Santé Canada a identifié qu'une seule zone à risque, et c'est la région d'Oka, particulièrement sur le Mont-Saint-Pierre. Il serait opportun pour les agents qui travaillent dans ce secteur-là d'en faire la recommandation. Par ailleurs, la problématique du test du radon, c'est qu'il prend 3 mois à se faire. Et donc, le rapport étant émis que 3 mois après l'évaluation qui sera faite, ça risque de compliquer et devenir incompatible avec les autres conditions d'une transaction. Alors, notre recommandation, ce que les agents devraient recommander à leurs clients qui désirent avoir ce test-là, cette sécurité-là, aux acheteurs, c'est d'en mettre une condition à leur promesse d'achat, condition qui pourrait être une retenue d'un montant d'argent qui sera entendu entre les parties et gardé dans un compte en fidéicommis chez un tiers, comme le notaire exemple, et qui pourrait être remis soit à l'acheteur ou au vendeur ou en partie à un ou à l'autre, dépendamment des résultats du rapport. Santé Canada recommande de mesurer les niveaux de radon pendant les mois d'hiver, car les concentrations de radon sont généralement plus représentatives à ce moment de l'année. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à visiter le site web de Santé Canada, dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Vous y trouverez, entre autres, des documents que vous pouvez télécharger gratuitement, dont ce guide à l'usage des propriétaires canadiens. Ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. À la prochaine!